Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Helen Lewis, and I want to tell you about a podcast I've made for BBC Radio 4 and BBC Sounds. It's called The New Gurus, and it's about how everywhere you look on the internet, people are giving advice. Advice they claim will transform your life. Advice that gets them thousands, even millions of devoted followers. These online prophets are telling us how to eat, how to think, how to get rich, how to find love, how to manage our time. So how exactly are these gurus changing our lives and the world around us? And who holds them to account? Find out by subscribing to The New Gurus wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Jordan Galtier, entraîneur adjoint à l'AC Ajaccio. Avec lui, nous avons évoqué son parcours, son passé de joueur et son passage en 2 centres de formation, mais aussi sa reconversion, son travail avec les jeunes joueurs et son arrivée dans le groupe professionnel de l'ACA. Nous sommes également revenus sur son rôle d'adjoint aux côtés d'Olivier Pantaloni, sur sa vision de l'identité de jeu, sur l'entraînement du cerveau à travers l'implication des joueurs et bien d'autres sujets. Voilà pour le résumé, il est maintenant temps de laisser la place à cette conversation avec Jordan Galtier. Bonjour Jordan Galtier, bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour, merci de m'inviter pour ce podcast. Alors Jordan, on commence toujours par la même question dans ce podcast. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué ? Alors ça peut être par un scénario, ça peut être par un résultat brut, ça peut être par une émotion particulière devant ce match. J'aime bien dire généralement à mes invités que c'est leur Madeleine de Proust à laquelle ils aiment repenser de temps en temps. Ce fut difficile pour moi de choisir un match en particulier, vu le nombre de matchs que je regarde et qui m'ont marqué. Mais au final, en cherchant bien au fond de moi-même, je me souviens d'un match qui m'a donné l'envie de me diriger vers ce métier-là, ou du moins d'essayer de me diriger vers ce métier-là. C'est Barcelone-Real Madrid du 29 novembre 2010, le fameux Classico, Guardiola contre Mourinho, et qui se termine par la célèbre Manita au Camp Nou. Ça me rappelle plein de souvenirs, notamment footballistiques, mais aussi émotionnels, parce que j'étais avec certains de mes meilleurs amis qui, eux, sont plutôt Real, et moi, qui à ce moment-là, était très, très Barcelone. Est-ce qu'il y a un rapport avec une, je vais pas dire passion, mais un intérêt plus poussé pour le football espagnol ? Au final, oui, parce que cette période-là, ce Barcelone-là, même si j'ai un petit peu commencé avant avec Rijkaard, en fait, coïncide avec une période de ma vie où je me posais beaucoup de questions sur une future reconversion, sur ce que moi je voulais faire, sur ce que je voulais être et surtout ce que je ne voulais pas être. En ce sens, ça a été pour moi une vraie révélation que, comme beaucoup d'autres entraîneurs au final, et je pense qu'il en a inspiré des centaines de milliers, voire peut-être, peut-être des millions de personnes sur son style de jeu et sur sa philosophie de jeu. C'est Pep Guardiola qui m'a donné l'envie pas tellement de jouer comme lui, d'imiter ses équipes, mais plutôt d'avoir la réflexion d'un process pour essayer d'aller vers une expression collective totale. En tout cas, c'est ce que moi je percevais du haut de mes, à l'époque, 22, 23 ans. Et j'ai voulu, c'est quelque chose qui m'a inspiré et qui m'inspire toujours, bien qu'après j'ai pu avoir d'autres influences au cours de mon parcours. C'est vrai que quand il arrêtera sa carrière, on pourrait même déjà le faire maintenant, mais quand on se penchera sur
le nombre de personnes qu'il a influencé, et là on va rester sur le côté technique, mais le nombre d'entraîneurs qu'il a pu influencer. Alors influencer directement ou indirectement, ce que vous disiez, c'est directement, ça peut être forcément en essayant de reproduire ce qu'il faisait, ou indirectement, c'est de pousser la réflexion à trouver des mécanismes, une méthodologie de travail, de réflexion qui est assez exceptionnelle. Et on parle beaucoup et à juste titre, hein, de l'influence qu'a eu Bielsa pour beaucoup de techniciens. En l'occurrence, Guardiola en fait aussi partie, mais il y en a tant d'autres. Quand on se penchera sur le nombre d'entraîneurs qui ont été influencés par Guardiola, je pense qu'on sera sans doute sur un héritage qu'on n'a jamais connu dans le football, parce que même des gens comme Cruyff, qui ont beaucoup influencé aussi, notamment Guardiola, je reviens à chaque fois sur lui, mais qui ont beaucoup influencé, notamment aux Pays-Bas, ça c'est logique, mais dans le monde, pas mal d'entraîneurs. Je pense qu'avec Guardiola, on atteint un niveau jamais vu, parce que aussi la société a évolué, on a beaucoup plus l'occasion de voir ce qu'a fait Guardiola, il s'exprime plus aussi sur ce qu'il fait, mais on est sur un héritage qui sera absolument colossal de Guardiola pour les gens qui ont décidé de faire le même métier que lui, et pas forcément d'ailleurs que des gens dans le milieu professionnel, hein, parce que moi j'ai parlé à des éducateurs qui sont dans les clubs amateurs et qui ont rapidement le réflexe, moi je regarde le football, je regarde Guardiola parce que j'aime le football en fait. Oui, alors bien que pour moi il soit comme une espèce de Big Bang en fait dans le monde du football et dans le monde de l'analyse, il a aussi profité de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire d'une exposition totalement différente avec l'émergence des réseaux sociaux, le flux d'informations qui s'est forcément multiplié dans cette période-là. On parle des années 2010, 2020. Donc forcément, ensuite, il y a eu de la communication qui a été faite. Et je trouve que tout est bénéfique pour le football. Quand vous voyez maintenant l'équipe d'Angleterre, la façon dont elle joue, le championnat anglais, la façon dont il joue, il y a quand même une forte influence de Guardiola, même en Allemagne, même si en Allemagne, il y a quand même des variantes qui sont différentes par rapport à ses philosophies, mais il a apporté cette vision-là qui était différente. Le risque et le danger pour nous, jeunes éducateurs ou jeunes entraîneurs, c'est de se dire, il faut que je joue comme ça, parce que c'est beau, parce que ça récite, parce que ça gagne des titres. Lui, il a gagné des titres avec ce style-là. C'est ce qui a fait aussi sa renommée, mais il faut qu'on soit aussi très lucide sur ce que nos équipes et nos joueurs sont en capacité de faire ou pas. Vouloir ressembler au style Guardiola, c'est, je pense, aussi se jeter dans la gueule du loup, et la meilleure des manières de chuter, parce que Guardiola, il y en a qu'un, sa réflexion, il y en a qu'une, et voilà. Alors avant de passer de l'autre côté du terrain et de parler de votre quotidien, on va parler de votre première carrière, je sais pas si on doit le dire comme ça, mais de joueur. Et mon premier souvenir de vous, parce que je suis originaire de cette ville et que je suis attentivement ce club, c'est évidemment à Auxerre, lorsque vous étiez au centre de formation de l'AGIA. Alors j'ai lu dans une interview que je recommande d'ailleurs de lire, c'était au site de la Ligue, à l'époque je crois que c'était Ligue 2, et ils l'ont reproduit sur le site de la Ligue 1. Il me semble que c'est sur cette interview-là que vous expliquez que Auxerre avait réussi à vous convaincre, alors que vous aviez la possibilité d'aller dans d'autres centres de formation en France et même à l'étranger. Pourquoi vous avez choisi l'AGIA à ce moment-là? Alors, il y a sans doute une réflexion aussi avec les parents, parce qu'on ne fait pas tout seul à cet âge-là, évidemment. Mais est-ce qu'il y a eu le côté, la méthode bon père de famille de Giroud? Est-ce qu'il y a eu le discours de Daniel Rolland? On sait qu'il est très, très important dans le recrutement de beaucoup de jeunes au centre de formation. Qu'est-ce qui vous a convaincu et qu'est-ce qui a convaincu votre famille de vous envoyer à Auxerre? Au final, un peu tout ce que vous venez de dire. Auxerre, à l'époque, c'était le meilleur centre de formation de France. On parle des années je crois que c'était 2001-2002, l'année où j'intègre le centre de formation. Et mais les premiers contacts ont remonté en 2001, je crois. J'avais beaucoup de centres de formation qui voulaient m'intégrer dans leur structure. Il a fallu, à un moment donné, faire un choix, un tri ou une sélection. Et 3 clubs émergés de cette sélection-là, avec mon entourage, c'était Montpellier. Moi j'étais originaire, on vivait sur Avignon, dans le Vaucluse. Je jouais dans un club qui n'existe plus d'ailleurs, je crois. Pas, du moins pas sous cette appellation, mais qui s'appelait l'US Pontet. Le Pontet. Il y avait 3 clubs qui émergeaient. Il y avait le Montpellier Hérault, qui était pas très loin. Donc on se posait la question sur la situation géographique, les avantages, les inconvénients, etc. Il y avait le Stade Rennais,
avec Monsieur Rampillon et d'autres personnes qui sont encore, Monsieur Rampillon il n'y est plus, mais d'autres personnes qui sont toujours au club, et l'AG Auxerre. C'est les 3 clubs que nous avons entre guillemets sortis du lot de ces clubs. Et il y avait 2 clubs étrangers qui étaient La Corogne et Arsenal à l'époque. Mais partir à l'étranger à 13 ans, parce que moi j'avais 13 ans, c'est-à-dire que les clubs étaient venus me recruter un an avant, 12 ans et demi du coup, un an avant, parce que j'avais un an d'avance sur les catégories. C'était hors de question, même si ça peut faire rêver de partir à La Corogne et Arsenal, mais c'était pas quelque chose pour laquelle je me sentais prêt. Le premier club à m'avoir contacté, il me semble, après je peux avoir des souvenirs flous, mais c'était l'AS Saint-Etienne aussi. Malheureusement, l'AS Saint-Etienne ensuite s'est un peu désintéressé, à juste titre ou pas, ça c'est pas jugé. Et au final, nous avons visité les 3 centres de formation et nous avons vu des avantages, des inconvénients. Après, ça se joue à rien, mais à ce moment-là, la Auxerre avait avec Rennes, parce que Rennes et toujours, mais était à ce moment-là aussi un grand club de la formation, avait des avantages et des inconvénients. Et moi, ce qui avait fait pencher la balance, en tout cas de mon côté pour Auxerre, c'était le fait qu'il y ait énormément de jeunes du centre qui jouaient dans cette équipe-là. Et cette équipe-là, c'était Philippe Mexès, Boumsong, Cissé, Capot. Enfin voilà, toute cette génération-là dorée. Enfin dorée, il y en a eu une avant, mais en tout cas, celle-là arrivait à maturité. Et je m'étais dit, ben voilà, c'est intéressant d'aller dans un club, dans une équipe qui joue avec des clubs, des jeunes formés au club. Et puis après, il y a eu évidemment le discours de Giroud, le discours de Daniel Roland, qui était hyper présent, hyper insistant et qui s'était déplacé jusqu'à Avignon pour nous rencontrer. Quel souvenir vous gardez de vos années auxerroises ? Maintenant, c'est peut-être un peu plus facile parce que vous avez le recul. Maintenant que votre carrière de joueur est terminée, ça peut être eu d'ailleurs des conséquences. On va en parler tout à l'heure sur le discours que vous pouvez avoir aujourd'hui avec des jeunes joueurs au quotidien. Quel souvenir vous avez de ce centre de formation-là ? Mais j'ai le souvenir de quelque chose qui passe hyper vite. J'ai beaucoup de nostalgie quand je repense à ces années-là et des regrets ou des remords, c'est selon la définition de chacun, sur le fait de ne pas avoir assez profité de ces années-là, parce que ce sont les plus belles années qu'un jeune, en tout cas un jeune qui souhaite aller dans un centre de formation, puisse avoir. C'était 5 années riches, c'était 5 années fortes. Ce fut aussi des années difficiles parce que, comme je le dis moi aux jeunes d'aujourd'hui, vous essayez d'être des personnes extraordinaires, alors que les personnes ordinaires ont un parcours tout autre. Et vous mettez en place des process qui vous obligent à faire des sacrifices. Et des sacrifices à cet âge-là, c'est-à-dire 14-17 ans, c'est extrêmement difficile de les avoir sur une aussi longue période parce qu'on sacrifie une partie de notre adolescence et c'est pas si facile que ça. Donc voilà, c'est ce sentiment-là que j'ai de ces années d'Auxerre, mais j'en garde vraiment un grand souvenir parce que on nous apprend à jouer au foot, on nous permet d'avoir des diplômes scolaires, chose qu'on ne réalise pas sur le moment, chose que nous ne réalisons pas sur le moment, et on est des têtes de cons aussi, faut pas mâcher ces mots. Et aussi, moi je les remercierai toujours de m'avoir éduqué sur certains points et d'avoir été le prolongement de l'éducation des parents. Vous rejoignez les Girondins à la sortie de votre contrat aspirant à la GIA. Comment s'est passée la transition ? Alors, on parlait d'Avignon, on est sur le quart sud-est, on va en Bourgogne, à Auxerre, plutôt dans le nord. Après, on part au sud-ouest, direction Bordeaux. Comment se passe la transition entre le centre de formation de la GIA et celui des Girondins ? C'est assez particulier parce qu'en partant d'Auxerre, j'avais la possibilité d'aller soit au FC Metz, soit d'aller aux Girondins de Bordeaux. Metz, entre guillemets, je connaissais un petit peu parce qu'avec les équipes de jeunes d'Auxerre, on les rencontrait souvent, etc. Et j'avais envie de partir. Voilà, j'avais envie de m'émanciper, de partir très loin. Et Bordeaux, je ne connaissais pas. C'était une ville je m'étais renseigné sur la ville. C'était une ville qui m'attirait, une région qui m'attirait parce que je connaissais pas du tout le Sud-Ouest. Donc, quand j'arrive à Bordeaux, c'est un changement radical pour moi, notamment sur les 2 centres de formation avec des philosophies différentes. Sans dire que Bordeaux ou Auxerre c'est meilleur ou moins bien l'un l'autre, mais c'était totalement différent. Et puis j'arrivais à 18 ans, sûrement plus mature qu'à 14 ans, et je me suis plutôt bien intégré dans ce club et j'y ai passé 2 ans. J'ai pour habitude de dire que c'était les 2 ans les plus belles de ma carrière, si on peut appeler ça carrière, mais c'était les 2 ans les plus belles de ma carrière, voilà, sur le plan humain et sur le plan footballistique, bien que je n'ai pas pu jouer énormément à cause de blessures récurrentes. Mais j'ai pris énormément de plaisir à jouer et à être au sein de ce club avec ces éducateurs-là et ce groupe de joueurs-là que l'on avait
durant de 2007 à 2009. Quand vous parlez de différence entre Auxerre et Bordeaux, c'est dans le mode de fonctionnement du centre, c'est dans la vision du footballeur, c'est dans ce qu'on vous demande sur le terrain, c'est à quel niveau les différences les plus marquantes que vous avez vues? Ben, au final, c'est un peu, je parle pas du club, là, je vais parler du centre de formation parce que moi, j'avais pas accès à tout ce qui était au club dans les deux clubs de toute manière. Il y avait une philosophie beaucoup plus paternaliste à Auxerre dans le sens où beaucoup plus directif, beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus intransigeante, si je peux dire ça comme ça, sans avoir une connotation négative ou péjorative. Et à Bordeaux, c'était beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus de réflexion sur ce qu'on était, ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait devenir. Et après, les styles de jeu étaient, les modèles de jeu étaient différents entre ce que j'avais connu à Auxerre, où nous jouions dans un 4-4-2 comme l'équipe première au final. 4-4-2, plutôt bloc médian avec des attaques rapides, où il fallait avoir des concepts. Moi, à mon poste, il fallait avoir des concepts bien définis. Alors qu'à Bordeaux, on m'avait demandé de faire autre chose et j'ai pour habitude de dire que quand on m'a demandé de faire autre chose, je savais pas le faire. Et là, il m'a fallu un temps d'adaptation sur ces aspects-là. Mais en fait, d'avoir connu ces deux centres de formation avec des visions différentes m'ont aussi permis de me construire moi en tant qu'éducateur sur certaines choses. Donc, je suis très heureux d'avoir connu Auxerre et d'avoir connu aussi Bordeaux parce que c'est totalement différent et c'est pas mieux l'un ou l'autre. Après les Girondins, vous repartez au niveau amateur à Lège-Cap-Ferret, ensuite il me semble qu'il y a Fréjus, Avignon. C'est à ce moment-là que vous basculez du côté technicien avec les diplômes. Je précise, vous l'avez dit tout à l'heure, mais qu'il y a eu pas mal de blessures qui vous ont gêné aussi dans votre parcours d'adolescence finalement. Comment se fait la transition entre on quitte un centre de formation d'un club professionnel, on arrive au niveau amateur et on commence déjà à réfléchir à la suite? Quel est le cheminement en fait? Mais le cheminement, j'ai l'impression que c'est tout simple. Mais c'est mon expérience, elle est unique et elle représente pas je pense la majorité des gens ou des personnes qui sont passées par les centres de formation. Elle est unique et en ce sens, elle n'est pas meilleure. C'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'à un moment donné, j'étais au bord de la falaise. J'étais au bord de la falaise et il y avait 100 mètres de trou et puis j'allais tomber. Voilà, j'allais tomber tout doucement et j'allais tomber dans ma vie. Et à un moment donné, je me suis, grâce aussi à certaines personnes que j'ai rencontrées dans des clubs qui m'ont orienté, qui m'ont permis de prendre conscience des choses, je me suis questionné, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et surtout, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier encore une fois pour arriver à des objectifs? Et pour moi, il était clair, une fois que je me suis posé cette question, pour moi, il était clair que je ne voulais pas quitter le monde du football et encore moins le monde du football professionnel que j'allais quitter. Donc, je savais que mon parcours allait être difficile. Je savais qu'il fallait pas lâcher. Je savais qu'il fallait mettre en place autour de moi une structure amicale, familiale, qui soit en adéquation avec ma volonté de tout donner dans ce nouveau parcours. Mais c'était pas facile. Donc voilà, c'est très simple au final, mais ça a été des hauts et des bas, des hauts et des bas, pour maintenant être à un niveau qui me convient. Mais c'était pas facile. Voilà, quand on a 18-19 ans et qu'on est prêt de tomber, voilà, il faut être en capacité de se relever, mais surtout de faire les bons choix en bonne intelligence. On souligne peut-être pas assez souvent le moment ou la difficulté du moment où, après un centre de formation, parce que tout le monde s'imagine, centre de formation, l'étape d'après, c'est on arrive en équipe première, on est lancé, et puis après, on fait sa carrière, etc. Ça, c'est la bout de l'iceberg qui dépasse hors de l'eau. On oublie aussi peut-être trop souvent la difficulté de la gestion du départ d'un centre de formation pour retrouver le niveau amateur. Avec votre expérience, est-ce que vous estimez que dans les clubs, il faudrait mettre en place, et on l'a vu d'ailleurs à Crystal Palace, si je ne dis pas de bêtises, qui ces derniers mois a mis en place une vraie structure pour encadrer les jeunes qui ne sont pas conservés par les centres de formation. Est-ce qu'il faudrait, en France et partout ailleurs où ce n'est pas le cas, commencer à mettre en place des vraies infrastructures avec du personnel, évidemment, parce que c'est beaucoup de moyens humains qu'il faut, pour accompagner les jeunes qui, on le sait, ils ont beau entendre en fait, parce que les centres de formation là-dessus, ils font le travail en disant, mais
mais vous savez, il y a que 1%, 2%, 3%, 4% qui vont être professionnels. Il faut vous préparer à tout. Peut-être que vous allez nous quitter en U14, en U15, en U16. C'est pour ça qu'il faut pas négliger le parcours scolaire, etc. etc. On a beau leur répéter ça, mine de rien, c'est... Tout à l'heure, vous parliez de tête de con, entre guillemets, mais les jeunes, on peut pas les empêcher de ne pas penser à ça. On peut pas leur reprocher de vouloir simplement penser à ce qui peut arriver de mieux et pas ce qui peut arriver de moins bien, entre guillemets. Est-ce qu'il faudrait mettre en place des structures parce qu'on a beau leur répéter que c'est possible, quand ça arrive, c'est difficile à gérer? Oui, c'est très pertinent ce que vous êtes en train d'avancer. Si j'avais continué dans la formation au sein de mon club, c'était un projet que j'aurais aimé mettre en place. Alors ça aurait pris du temps, ça aurait pris du temps, de l'énergie, des moyens humains, des moyens financiers. Mais en fait, la difficulté qu'on peut avoir quand on est formateur, c'est que effectivement, on a des chiffres qui sont ce sont des constats. Il y a 1%, et sur ce pourcent-là, il y a 50% qui n'arrivent pas à signer un deuxième contrat professionnel. Donc, nous, sur le plan pédagogique, on est obligé de prévenir. Mais au final, j'ai l'intime conviction que cela doit venir de la structure familiale, en fait. Parce que nous, en tant qu'éducateurs, on n'est pas vu comme cela, en fait. On n'est pas vu comme... il faut qu'on arrive à créer ce lien de confiance avec les joueurs, mais aussi avec leur famille. Et je pense que notre rôle, j'allais dire dans le futur, mais dans le présent, on doit déjà se questionner à ce niveau-là, c'est créer un lien fort avec les parents, parce que avec les enfants, on a des liens forts, plus ou moins forts, et maintenant dans tous les centres de formation, il y a énormément d'accompagnement de l'humain en plus du sportif. Mais maintenant, est-ce que on ne devrait pas, je ne vais pas dire se servir, mais faire des parents nos alliés pour que les enfants soient protégés et soient prêts à quitter nos structures, parce que c'est indéniable, ils quitteront nos structures. Voilà, ils quitteront nos structures. Donc, j'ai cette espèce de réflexion de me dire, est-ce qu'on ne doit pas créer un projet pour que les parents, entre guillemets, deviennent des parents de sportifs de haut niveau et pas seulement des parents de footballeurs. Donc, que ce soit dans le foot ou ailleurs, d'ailleurs, on peut peut-être un jour penser à d'autres disciplines. Il n'y a pas que le football qui existe dans le haut niveau. Et d'ailleurs, à Ajaccio, on a un centre de formation qui est au sein même d'un CREPS. Donc, on voit d'autres disciplines. Mais ces enfants-là aussi ont des émotions, ont des humeurs, ont des difficultés et ont une espèce de charge mentale quotidienne énorme. En tout cas, moi, je le ressens. Donc, plutôt que maintenant accompagner les enfants, pourquoi nous ne mettrions pas en place une structure qui accompagne les parents en leur expliquant, ben voilà, ce qu'on demande, quelles sont nos attentes envers des enfants, quelles sont vos attentes envers nous. Et maintenant, on va travailler ensemble pour le bien-être de votre enfant, parce qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Mais si ça s'arrête, c'est normal. C'est normal parce qu'il y en a 97% qui ne vont pas au bout. Ça s'appelle pas un échec, en fait. Pour moi, ça s'appelle pas un échec de ne pas aller au bout. C'est quoi aller au bout? Aller au bout, c'est aller au bout du potentiel sportif du gamin à un instant T. Ça veut pas dire être en échec, parce que l'échec, ce serait être déscolarisé, ce serait ne pas avoir d'interaction. Enfin voilà, et nous, on ne peut pas rentrer dans ça. Pour moi, il faut changer aussi la représentation mais c'est difficile, hein. C'est difficile parce que la société est comme ça, et je pense que c'est peine perdue. Mais bon, je suis un éternel utopiste et un éternel optimiste, donc je me dis qu'à un moment donné, on va peut-être changer nos représentations quant au mot échec. Non, les enfants qui rentrent à 14 ans, qui sortent à 18 ans, mais qui ne sortent pas professionnels, mais qui ont un bac. Chez nous, par moment, ils ont des BTS, ils ont des BMF, ils ont des BPGET. Ce n'est pas un échec. C'est la normalité des choses. Voilà. Et je pense qu'on doit éduquer les parents et leur permettre de comprendre aussi le cheminement mental d'un enfant quand il rentre de l'entraînement. Est-ce qu'il est frustré? Est-ce qu'il est en colère? Et ne pas rentrer justement dans ce cercle vicieux qui va permettre aux parents d'aller à l'encontre de la structure. Et l'enfant, il va entendre des choses à la maison qu'il ne doit pas entendre. Voilà, voilà, je pense à tout ça et j'aurais aimé mener ce projet-là. Du type, pourquoi ton entraîneur te fait pas jouer à tel poste, tu mériterais de jouer plus, ce genre de choses-là. Exactement. Mais cette interrelation entre parents et club, on a aussi notre part de responsabilité, parce que par peur des réactions des parents ou par crainte des réactions des parents, par moment, on veut pas communiquer avec les parents. Personnellement, je suis pas du tout de ce parti-là. Je pense qu'il faut ultra communiquer avec les parents. Parce que les parents, s'ils agissent comme ça, c'est parce qu'eux aussi ont des craintes, ont des peurs. Faut pas oublier que les parents nous confient leurs enfants. Ils nous confient pas leurs joueurs. Ils nous confient leurs enfants. Donc, quand ils voient un enfant triste ou en colère,
Moi, en tout cas, je suis papa. Je sais pas si vous êtes papa, mais ça inquiète. Ce ne sont que, au final, des émotions d'inquiétude ou de peur que nous devons nous canaliser et expliciter. Après, on fait nos choix et ils n'ont pas à interférer sur ça. Voilà. Je souscris évidemment à tout ce que vous venez de dire. Je me pose une question là-dessus, c'est est-ce que le statut social qu'a atteint le footballeur n'est pas un énorme frein à ce que vous aimeriez mettre en place? L'accès à un statut privilégié qui est rêvé par tous, et là je parle plutôt du côté des parents que des enfants, même si ça peut être aussi évidemment le cas des enfants, peut amener beaucoup plus de difficultés dans les relations entre les clubs et les parents. Parce que le but ultime pour beaucoup de parents, et ça on peut pas leur... Moi c'est un discours où... alors je fais juste un petit aparté, mais j'ai beaucoup de mal à me situer dans les débats, vous savez, parents versus club. Parce qu'on dit, oui, mais les parents, ils mettent trop de pression à leurs enfants, et là-dessus je suis tout à fait d'accord, pour qu'ils réussissent, etc. Alors sans faire de généralité à chaque fois, hein, je vais dire une tendance un peu globale, sans vouloir dire que tout le monde est comme ça. Mais quand on voit aussi la situation sociale, familiale de certaines familles, justement, est-ce qu'on peut leur reprocher de vouloir que leur enfant réussisse à tout prix parce qu'ils peuvent permettre de sortir la famille d'une situation très compliquée, d'une situation sociale très compliquée? C'est pour ça que j'ai toujours du mal un peu à me situer entre... Oui, il y a certaines familles qui sans doute mettent beaucoup trop de pression, etc. Mais derrière, il y a quelque chose. Ils mettent pas de la pression pour mettre de la pression. Ils le mettent parce qu'il y a un vrai enjeu derrière. Et ça, c'est lié au statut du footballeur. Et quand je parle du statut du footballeur, c'est essentiellement, pas que, mais c'est pas juste parce qu'il va jouer le Real Madrid. C'est, par exemple, ou qu'il va jouer contre Monaco ou Lyon, j'en sais rien, peu importe le niveau. C'est juste parce que derrière, il y a un gain financier qui est énorme et un statut qui va amener de la sécurité financière. Et ce statut-là, est-ce qu'il, quelque part, ne gangrène pas les relations qu'il peut y avoir entre un club, les éducateurs et les familles dans un discours qu'on peut avoir avec eux? C'est certain. Je pense que l'ascenseur social dans le monde du foot amateur vers le monde professionnel est sûrement l'un des plus importants parce que le foot est un sport ultra populaire, mondial. Je suis pas certain que ça se passe que l'ascenseur social soit aussi rapide dans d'autres sports. Mais il est rapide parce que tout le monde peut jouer au foot dans la rue et devenir un petit Mbappé. Enfin, peut devenir, non, tout le monde ne peut pas le devenir, mais tout le monde pense qu'on peut devenir ce genre de joueur-là. Mais pour un Kylian Mbappé, il y a 500 autres joueurs qui ne gagnent évidemment pas les sommes que Monsieur Mbappé peut gagner. Mais au-delà de ça, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce qu'il y a différents types de motivations qui peuvent émerger chez chaque personne. Et la motivation extrinsèque qui est liée avec la situation financière du joueur ou de l'entourage du joueur est évidemment beaucoup plus présente ces dernières années que la motivation intrinsèque avec la volonté de progresser chaque jour dans ta pratique et ne pas avoir peur du regard des autres en ce sens. Mais est-ce que la motivation extrinsèque par rapport à la pression financière est il faut pas qu'on entre, voilà, ce que je veux dire en fait, c'est il faut pas qu'on entre dans des jugements par rapport à ça et je suis d'accord avec vous. C'est extrêmement, je trouve que extrêmement facile de dire, ouais, mais eux, ils pensent qu'à l'argent. Ouais, mais est-ce que vous êtes dans leur situation? Est-ce que vous connaissez leur situation? Est-ce que vous connaissez leur contexte familial? Est-ce que vous, à leur place, vous ne seriez pas pareil? Et ça, c'est notre responsabilité en tant qu'éducateur. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre, il faut l'entendre. Et à partir du moment où vous le comprenez, vous l'entendez, à vous de mettre en place quelque chose qui permette d'alléger cette pression financière sur le gamin et sur son entourage. Vous n'alliez pas y arriver, pas tout le temps, mais peut-être par des, j'allais dire, je vais dire un terme qui va peut-être faire grincer des dents, mais par une manipulation plutôt positive de la vision d'un gamin de 14 ans, je pense qu'on peut l'orienter sur d'autres éléments qui vont lui permettre de progresser. Et le gamin qui va y gagner de l'argent pour mettre à l'abri sa famille, et il n'y a pas que des petits joueurs de centre de formation qui veulent faire ça, hein. Il y a aussi des élèves dans les écoles supérieures qui veulent aussi faire ça. Donc voilà, nous, en tant qu'éducateurs, on ne doit pas être, pour moi, dans le jugement sur les différents types de motivation. Voilà. Mais c'est extrêmement difficile. Pour en revenir à au côté terrain cette fois, comment vous avez construit votre... vous disiez tout à l'heure, Guardiola, le Barça, c'est à ce moment-là que j'ai eu le petit feeling pour devenir éducateur.
Comment vous avez construit cette vision-là, au-delà de vos expériences personnelles? On a parlé de votre carrière de joueur, qui ont évidemment sans doute eu des répercussions sur la gestion de certaines choses hors terrain, sur terrain, pardon. Est-ce que vous êtes inspiré du travail d'autres entraîneurs que vous avez pu voir? Alors, on a parlé de Guardiola, mais d'autres entraîneurs en France ou à l'étranger. Comment vous avez construit votre méthodologie de pensée, avant même de parler de méthodologie de travail, la méthodologie de pensée pour savoir quel entraîneur vous aviez envie d'être? C'est une très très bonne question parce que je ne connais pas la méthodologie d'entraînement de Pep Guardiola, en tout cas en profondeur, bien qu'il utilise l'entraînement structuré qu'a mis en place le Barça dans les années, je ne sais pas quelle année, je ne vais pas envie de dire de bêtises, mais quand j'ai commencé ce métier-là, c'était aussi par rapport aux représentations que je pouvais avoir moi de l'entraînement. J'ai eu par moment le sentiment sur le terrain de faire des choses qui ne correspondaient pas du tout à ce que représentait la compétition, le week-end. Certains éléments, pour moi, je ne comprenais pas pourquoi on nous demandait de faire ça aux entraînements. Courir 1 minute tout droit d'un plot à un autre plot, courir 25 minutes dans des forêts avec des temps 15 minutes qui ne correspondaient pas du tout à ce que certains joueurs étaient capables de faire alors que d'autres étaient capables de faire. En fait, mais sans dire que c'est pas bien. Enfin, je suis pas là en train de dire que ces méthodes-là ne sont pas bien. Moi, personnellement, je me demandais, mais à quoi ça va me servir sur le terrain, cela? À quoi ça va me servir de me dire, OK, tu es arrivé en 10 secondes à ton plot, c'est très bien. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce que je vais faire avec le ballon? Donc, déjà, ma première interrogation, c'était comment je vais construire des procédés d'entraînement qui vont permettre de mettre du sens à ce qu'on veut faire le week-end, à ce qu'on veut faire en tant qu'équipe et pas ce que je veux faire moi. Pas ce que je veux faire moi, Jordan, en tant qu'entraîneur ou en tant qu'éducateur. Parce que j'ai commencé avec les U11. Donc, évidemment, quand j'ai des U11, j'ai pas envie qu'ils jouent comme Guardiola. Donc, ça, c'était la première des choses. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour que ces jeunes joueurs puissent s'exprimer dans un cadre collectif par rapport au week-end? Bien que le week-end, à cet âge-là, pour moi, il est très, 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 très survolé. C'est pas important. Ce n'est qu'une séance d'entraînement, le week-end en U11 pour moi. Hein. C'est pas un match, les plateaux et la championnite. Pour moi, ça ne devrait même pas exister. Mais bref. Et la deuxième chose, c'était que je voulais toujours inculquer la notion de plaisir, de jouer ensemble, mais aussi de se retrouver ensemble. Là, je parle de mon année en U11 quand j'ai commencé à entraîner. Hein. J'avais deux objectifs, qu'ils arrivent avec le sourire et qu'ils repartent avec le sourire. Mais entre les deux, on travaillait. Hein. C'était pas, on faisait pas du cache-cache ou du 1, 2, 3 soleil. Mais c'était mon objectif. Voilà. Et puis, j'ai essayé de garder ça tout au long de mes équipes. En tout cas, j'ai essayé. Je me suis dit, pourquoi ça a, entre guillemets, fonctionné avec des U11? Pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec des 17 amateurs, avec de la N3 amateur, puis ensuite avec des 17 dans un monde pro, des 19 et maintenant des professionnels. Et ensuite, j'ai eu des lectures qui m'ont permis d'aller vers tout ça. J'ai eu des rencontres. Il y a des personnes qui m'ont orienté vers des lectures. Et au final, je suis une personne très importante qui est dans mon ombre, avec laquelle j'échange, je crois, quotidiennement, même si des fois on se dispute. Cette personne, elle s'appelle Pierre Mazet. Alors, c'est pas une personne connue, mais elle m'a beaucoup orienté dans mes lectures, dans mes représentations. Elle me questionne beaucoup, elle m'envoie dans les cordes et elle m'a orienté vers la méthodologie de la périodisation tactique par rapport au ressenti que moi je pouvais avoir de l'entraînement. Et à partir de là, donc il y a 5-6 ans, quand j'ai commencé à lire les éléments de la périodisation tactique, même un peu plus, ça fait 7-8 ans que je suis en train de l'étudier. Ça a été pour moi, comme Guardiola avec le Barça, ça a été pour moi une évidence personnelle qui m'a permis de me structurer et de structurer certaines convictions. Cette conviction, est-ce qu'elle est amenée à évoluer? Est-ce que vous la faites évoluer au quotidien au gré de ce que demandent les situations, du matériel, c'est pas très joli dit comme ça, mais des joueurs que vous avez à disposition, de la réalité de ce qui est demandé aussi par les clubs où vous êtes. Alors là, en l'occurrence, c'est l'ACA. Est-ce que toutes ces convictions-là sont amenées à évoluer? Et j'oublie d'ailleurs peut-être l'élément le plus important, c'est l'évolution du football en lui-même. J'essaye, je dis bien, j'essaye d'être en mouvement en permanence, bien que les principes méthodologiques de la périodisation tactique sont pour moi une évidence et c'est vraiment une conviction forte que j'ai. J'essaye et je communique encore. Il y a encore 4-5 jours, j'ai demandé des informations à des personnes qui sont
des personnes importantes de cette méthodologie-là. Il faut pas confondre principe méthodologique et modèle de jeu ou projet de jeu d'une équipe. En fait, ça n'a rien à voir. Souvent, l'amalgame est fait sur les réseaux sociaux parce que, ou du moins sur les différents articles qu'on peut lire, la périodisation tactique, ce n'est pas un modèle de jeu. On peut très bien avoir la philosophie de Guardiola et utiliser la périodisation tactique ou alors le modèle de jeu de Diego Simeone. Voilà, c'est pas ça la périodisation tactique. Plus largement, c'est cette vision systémique qui est chère à Edgar Morin, qui m'a éveillé sur comment mettre en interaction les différents éléments qu'on peut retrouver en match. Quand vous arrivez à l'ACA, vous accompagnez les U17 nationaux, ensuite vous les suivez en U19. Quelle est la politique de l'ACA vis-à-vis de la formation? Alors, dans l'effectif actuel, il y a des exemples de joueurs qui ont été formés à l'ACA. Je pense évidemment à Simignani et à El Idrissi. Je pense aussi aux frères Tramoni qui sont partis en Italie. Comment l'ACA voit de manière globale, on va dire, la formation des jeunes joueurs et quelle est l'idée derrière ça? Est-ce que c'est voilà, on sait évidemment que l'ACA a une réalité que partagent pas mal de clubs, c'est-à-dire c'est pas les clubs avec les plus grands budgets de Ligue 1, Ligue 2. On sait aussi que la formation, au-delà d'une volonté ou d'une conviction qu'il peut y avoir sur le fait de miser sur les jeunes joueurs, c'est aussi une réalité sportive. C'est-à-dire que quand on fait venir des jeunes qui ont été formés au club, qui sont une ressource très importante à la fois sportive et économique, c'est pas la même chose que d'aller sur le marché des transferts et recruter 40 joueurs. Ou même pas 40, même 3 qui valent très cher. Quelle est la vision de l'ACA vis-à-vis de la formation? Vous venez d'énumérer des dimensions qui sont hyper importantes. Et la première, malheureusement la plus importante, c'est la dimension financière. On est obligé de former des joueurs pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas les moyens d'aller chercher des joueurs sur le marché des transferts. Mais moi, je trouve que ça, c'est une opportunité, en fait, au final. C'est une réelle opportunité pour le club que de devoir être dans l'obligation de former des joueurs, pas forcément pour les vendre, parce qu'après, il y a la dimension sportive. Et la dimension sportive, c'est ce qui emmène tout le sens de la formation, au final. C'est comment on donne accès aux joueurs qu'on forme chez nous, aux groupes professionnels, et quelle place on leur donne. Et quand on leur donne de la place, comme on peut le faire à l'AC Ajaccio, on peut toujours discuter plus ou moins, ou on peut toujours s'améliorer, bien évidemment. Mais du coup, ça nous donne une dimension sociale qui est hyper importante et hyper enrichissante. Et ces 3 dimensions-là, elles sont pas séparées l'une de l'autre, elles sont pour moi en interaction. On peut pas se couper de notre territoire, on peut pas se couper de notre ville et on peut pas se couper de notre public. Donc si on veut pas se couper de notre public et de notre territoire, enfin, du territoire corse, pas le mien Jordan, mais le territoire corse et le territoire ajaccien, il faut qu'on arrive à former des joueurs issus de notre centre de formation. Pourquoi? Parce que ces joueurs issus de notre centre de formation, on leur inculque les valeurs corse, les valeurs d'Ajaccio, mais on leur inculque aussi un modèle de jeu qui peut ressembler à ce que nous faisons en professionnel. Et si jamais on arrive à former des joueurs et qu'ils eux-mêmes arrivent à performer dans notre équipe professionnelle, ça va leur donner de la valeur intrinsèque, mais ça va donner aussi de la valeur collective à l'équipe. Et il faut pas, pour moi, séparer ces 3 dimensions-là. Il faut pas avoir peur de dire non plus que voilà, on forme pour vendre, on forme pour. Il faut pas avoir peur de ces mots-là. D'ailleurs, si on avait peur de ces mots-là, l'AC Ajaccio n'existerait plus aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, certains joueurs de notre centre de formation sont partis pour sauver le club. Vous avez parlé des frères Tramon. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de ce transfert-là, mais peut-être qu'ils en font partie. Mais en tout cas, Vincent Marquette, qui est notre vice-capitaine, à un moment donné, est parti d'Ajaccio à Nancy. Alors, j'ai plus la saison en tête. S'il n'était pas parti à Nancy, le club n'existerait plus. Donc, il faut pas avoir peur de cela, mais il faut pas non plus que nous formions nos jeunes pour l'urgence financière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais en plus, j'ai envie de dire qu'il y a un modèle qui a existé, que vous avez bien connu, et qui a très bien fonctionné, c'est l'AGIA. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que à Auxerre, c'était pas un gros mot de dire qu'on formait des joueurs pour assurer l'équilibre financier. Mais avant d'assurer l'équilibre financier du club, ces joueurs-là, ils faisaient pas 1, mais 2, 3, 4, 5 saisons. Alors parfois, c'était facile. À l'époque, c'était peut-être un peu plus facile de conserver les joueurs pendant plusieurs saisons parce que l'économie du football était différente. Mais en tout cas, ils faisaient au moins 2 saisons avant de partir. Et donc, ça assurait à la fois, évidemment, l'équilibre financier du club, la survie, etc.
Mais ça a assuré aussi une dynamique sportive. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est de plus en plus difficile de retenir nos meilleurs éléments. Mais est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pas bien ou est-ce que c'est une opportunité aussi pour nous? Par rapport à ce que moi j'ai pu vivre en formation, notre intention est un petit peu plus large que de former des jeunes pour Ajaccio et ensuite de les vendre. Bien évidemment qu'on est tous attirés dans notre effectif par des joueurs comme Chimignan, Marquette, El Edrissi ou Solacaro qui jouent dans notre équipe professionnelle. Mais quand on en revient à ceux qui ont quitté notre structure, on en revient à notre discussion d'il y a une vingtaine de minutes. Où est-ce qu'ils sont, ces jeunes-là? Et c'est ça qui m'intéresse, moi, maintenant. C'est OK, on forme certains joueurs. On sait très bien qu'il y en a 2 ou 3 qui vont venir dans nos effectifs, nourrir l'effectif professionnel, voire devenir des éléments incontournables de notre équipe. Mais les autres aussi. Notre devoir et notre obligation, c'est de les former du mieux possible. Et si jamais ils jouent en professionnel dans d'autres clubs, il faut qu'on en soit fier. Il faut qu'on soit content pour eux. Et bon, déjà, ça tout le bénéfice de leur travail, c'est pour eux, bien évidemment, mais il faut aussi qu'on pense aux autres et les former du mieux possible pour qu'ils atteignent leur maximum. Si c'est former des joueurs pour qu'ils jouent dans le niveau amateur, c'est pas trop notre politique. On veut les former pour qu'ils jouent au meilleur niveau possible et qu'ils puissent vivre de leur passion le plus longtemps possible, sachant que maintenant, de nos jours, on peut vivre du football jusqu'en National 2, je pense. Voilà. C'est cette dimension-là qui nous intéresse aussi. Bien sûr. Et juste pour revenir sur les frères Tramoni, aujourd'hui, ils sont en Italie. Ils sont à Pise. Et d'ailleurs, Matteo je trouve, à poursuivre particulièrement le foot italien, a bien progressé et même si Pise est aujourd'hui en Série B, alors déjà peut-être qu'ils seront dans le groupe pour la montée et ensuite je pense que son développement individuel est assez intéressant pour retrouver peut-être la Serie A ou une première division européenne dans assez peu de temps. Après les jeunes, on a parlé de ces U17 et U19 que vous avez accompagnés. Vous avez rejoint l'effectif professionnel en tant qu'entraîneur adjoint d'Olivier Pantaloni. Une des premières questions que je me suis posée quand je vous ai demandé si ça vous disait de faire ce podcast avec moi, c'est le basculement, le passage de la formation à un effectif professionnel. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous avez vécu le passage du travail avec les jeunes où, alors je vais schématiser volontairement un peu grossièrement, mais on construit le futur, on parle plus de patience, de prise de risque, d'acceptation de l'erreur, de toute une sémantique quand même qui, on va dire, alors j'ai pas envie que ce soit mal interprété, mais qui amène à de l'indulgence entre guillemets ou de la patience à un effectif professionnel où il y a beaucoup plus d'obligations de résultats immédiats parce que l'effectif professionnel c'est la vitrine d'un club et qu'un club qui est en Ligue 1 ou en Ligue 2 c'est pas la même chose, c'est pas la même chose sportivement, c'est pas la même chose économiquement. Le cadre, forcément, il est pas le même. Les attentes, elles sont pas les mêmes. Je dis pas pour autant que le travail avec les jeunes, on s'en fout du résultat, etc. Hein, mais c'est vous qui allez me le dire, mais je pense que le paradigme est quand même très différent. Qu'est-ce que ça change au quotidien de travailler pour la performance pure du week-end et peut-être un peu moins pour le développement individuel des jeunes joueurs? Très sincèrement, moi, ça change pas mon travail. Alors, peut-être pas au niveau du travail, mais peut-être de la réflexion, plus que du travail technique, de la réflexion. J'ai bien compris votre question, mais au final, toute une histoire de représentation. Mon rôle, bon, au-delà de mon rôle d'adjoint et d'être proche d'Olivier, des idées d'Olivier, de mettre en place les entraînements, etc., mon rôle, c'est d'accompagner ces joueurs-là. J'ai pas du tout changé de vision quant à mon rôle et quant à l'activité football entre les 19 et les professionnels. Vous disiez tout à l'heure, en jeune, on s'en fout du résultat. Non. Enfin, je m'explique. Non, on s'en fout pas du résultat. On s'en fout pas du résultat. On joue pour être performant. C'est quoi être performant? C'est toujours pareil. Quelle définition vous mettez sur les mots? Être performant, c'est respecter notre modèle de jeu qu'on essaye d'inculquer en formation pour que les gens grandissent et viennent dans notre équipe professionnelle. Mais on a quand même envie de gagner avec ce modèle de jeu-là. On a quand même envie de prendre du plaisir et de gagner. Et moi, je me suis dit, quand tu vas passer en professionnel, pourquoi on va changer les choses? Pourquoi tu vas changer non, tu changes pas ta vision des choses. Mais bien évidemment que le résultat est beaucoup plus important en professionnel qu'en jeune, mais le processus l'est tout autant. Et je ne suis pas certain qu'en changeant de vision, on aurait plus de résultats ou moins. Du coup, moi, je me suis dit, je change pas ta vision des choses.
et reste toi-même, reste fidèle à tes convictions sur le process d'apprentissage et sur les interactions avec les joueurs. Bien évidemment qu'on ne s'adresse pas de la même manière à Mathieu Coutader qui a 500 matchs professionnels qu'à un jeune U17 qui arrive en formation. Quoique, des fois c'est une erreur qu'on peut faire. Pourquoi on ne s'adresserait pas pareil? Et moi, ces joueurs-là, je vais pas leur apprendre à jouer au foot. Je vais pas leur apprendre des choses. C'est même eux qui m'apprennent tous les jours quelque chose. Donc, je suis toujours dans cette dynamique-là d'apprendre, mais de les accompagner ou de les orienter sur certaines choses. Voilà. Je leur laisse toujours le choix. Je leur pose toujours la question. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu améliorerais? Je leur dis pas, il faut faire ça. Oui, des fois, je leur dis, il faut faire ça dans un exercice. Mais je leur laisse toujours une part de créativité parce que ce sont eux les acteurs, comme je le faisais en U19 et en U17. C'est évidemment très clair. Je pense à quelque chose là que j'ai lu ce matin avant d'enregistrer l'épisode. J'ai retrouvé une déclaration de Louis van Gaal, en plus c'est d'actualité pour ce qu'on enregistre pendant la Coupe du Monde, qui parlait du choix de l'entraîneur adjoint. Et il disait que c'était très difficile de choisir son adjoint, que il faut évidemment avoir des complémentarités, que il faut avoir la même philosophie de base, mais que il faut, selon lui, c'est ses propos, il faut éviter d'avoir des personnes qui ont la même personnalité que l'entraîneur. En l'occurrence, il parle par rapport à lui. Il dit quand vous parlez football dans une pièce avec 20 personnes, elles ont toutes un point de vue différent, c'est normal, vous devez l'accepter. La philosophie de votre assistant doit cependant être proche de la vôtre, etc., etc. Mais ils ne doivent pas toujours penser comme vous, car on doit toujours discuter, confronter nos décisions, etc., etc. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez proche d'Olivier Pantaloni, l'entraîneur. Quand vous lisez ça de Louis van Gaal, vous êtes d'accord sur le fait de devoir se confronter, d'échanger des idées différentes, de pas forcément avoir la même personnalité. C'est un schéma qui vous parle. Science proves quality sleep is vital to your mental, emotional, and physical health. The Sleep Number 360 smart bed senses your movements and automatically adjusts to help keep you both effortlessly comfortable. And it's temperature balancing, so you stay cool. So you're at your best for yourself and those you care about most. Life-changing sleep, only from Sleep Number. Don't miss our weekend special. Save $1,000 on the Sleep Number 360 Special Edition Smart Bed, Queen, now only $19.99. Ends Thursday. To learn more, go to sleepnumber.com. Bien sûr, j'adhère totalement à ce que dit ce monsieur très important du football, bien évidemment. Et avec Olivier, Olivier et les autres membres du staff aussi, parce que j'ai envie de les inclure dans ce process-là. Thierry Debesse, l'entraîneur des gardiens, ou Tom Frère, le préparateur athlétique, ou bien même notre directeur sportif qui fait partie de notre staff, Johan Caval. On a tous des personnalités différentes et des convictions différentes sur certains aspects du jeu. L'important, c'est évidemment de pouvoir en débattre dans un climat serein et bienveillant et de pas essayer en tout cas, moi, je parle de mon côté, j'ai pas la volonté de vouloir convaincre mes collègues de travail que tel ou tel élément pourrait nous permettre d'avoir plus ou moins de résultats. J'ai pas cette volonté-là parce que j'aurais l'impression d'agir, entre guillemets, comme un terroriste de la pensée en leur faisant croire que c'est une recette magique. Et bien au contraire, moi, j'oriente, je donne des options. Je ne suis qu'une aide à la décision par rapport à ce que veut faire le coach. Et en ce sens-là, j'expose des éléments avec des arguments que j'estime pertinents, parce que s'ils ne sont pas pertinents, je vais pas les exposer pour le coach. Parce qu'au final, l'entraîneur des gardiens, le prépa athlétique, le directeur sportif et moi-même, nous avons le même objectif, c'est de gagner le week-end. Donc, ce sont des échanges qui sont riches, qui permettent de remettre en question aussi mes convictions et mes représentations sur les éléments du jeu. Et en ce sens-là, ça me nourrit aussi. Sur le management avec les joueurs, ce qui m'a toujours marqué avec l'entraîneur adjoint, le poste, c'est qu'en France, on a présenté ce rôle-là comme étant, et vous direz votre avis là-dessus, comme étant celui du confident avec les joueurs. En gros, les joueurs acceptent de dire des choses à l'adjoint qu'ils ne pourraient pas dire à l'entraîneur principal sur le ressenti, le bien-être, le mal-être, etc., etc. Que l'adjoint serait aussi celui qui arrondit les angles, qui serait plus proche des joueurs. On a souvent entendu ce modèle-là. Moi, j'ai entendu ça toute ma jeunesse, entre guillemets, et même encore aujourd'hui parfois. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition qu'on a tous entendue depuis des années sur le management avec les joueurs, ou est-ce que votre réalité à vous, elle est plus ou moins éloignée de ça?
je parle évidemment de votre expérience. Bien sûr. Il n'y a pas de généralité à faire puisque chacun interprète le rôle d'adjoint comme il a envie de l'interpréter aussi. Ou le rôle qu'on nous donne, au final. Exactement, c'est vrai. Le rôle qu'on nous donne et la place que nous, la place que nous donne notre numéro 1 et ce qu'on veut nous aussi transmettre au groupe de joueurs. Ouais, il a été plutôt défini comme ça, mais ce n'est qu'une petite partie du travail, en tout cas de mon travail. Il n'y a pas de joueurs qui viennent me voir en me donnant des confidences, et moi je suis pas là pour aller dans leur sens. Je suis là pour aller dans le sens de l'équipe. Il peut arriver qu'un joueur ou un groupe de joueurs vienne en disant Jordan, voilà, tel entraînement on le sent pas, ou tel procédé on le sent pas, parce que si, parce que là, etc. Après, moi mon rôle c'est de les faire remonter à Olive, au staff ou pas, parce qu'il faut aussi bien connaître la nature humaine et savoir pourquoi les joueurs viennent vous voir. Parce que dans chaque communication, il y a manipulation. Est-ce qu'il veut pas faire tel exercice parce qu'il est pas à l'aise dans l'exercice? Ouais, ou je sais pas, mais il faut être conscient de ça, que dans chaque communication, il y a une manipulation, qu'elle soit positive ou négative. Et moi, mon rôle, c'est de pas charger Olivier de choses qui peuvent paraître futiles pour le bien de l'équipe. Par contre, quand c'est hyper important et que je sens qu'il faut la faire remonter, je la fais remonter à Olivier et puis après au staff, bien évidemment. Mais je suis aussi capable de dire aux joueurs que là, ils se trompent, quel qu'il soit. En tout cas, dans sa vision des choses. Et je l'oriente vers une autre vision. Je lui dis, attention, là, entre guillemets, tu as une vision plutôt égoïste de la chose, pense plutôt collectif, et qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que toi, tu te sentes mieux ou qu'on sente mieux n'importe quel domaine. Voilà. Et ça, c'est qu'une partie de mon travail. Je suis pas assistante sociale. Mon métier, c'est d'être entraîneur, et être entraîneur comprend cette dimension sociale. Bien sûr, c'était plus sur le côté relation humaine avec les joueurs, management des joueurs. Mais ça me plaît, hein, ça me plaît tout autant que les autres dimensions de mon métier. Vous travaillez beaucoup sur la méthodologie d'entraînement, notamment au centre de formation. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Quelle identité et quel comportement de jeu vous aimeriez que l'ACA ait? D'ailleurs, quand on parle de méthodologie, est-ce que ça débouche forcément sur une identité claire ou est-ce qu'elle peut être influencée par, on va le redire, les évolutions du football, les éducateurs aussi, par les générations de joueurs, forcément. Et d'ailleurs, on le voit puisque c'est un débat très ancré, alors journalistiquement évidemment. Mais quand on parle de l'élimination de l'Espagne en Coupe du Monde, tout le monde dit oui, la méthodologie de jeu de l'Espagne, le fameux tiki-taka, c'était très bien quand il y avait des joueurs exceptionnels sur le terrain, mais quand les interprètes sont d'un niveau inférieur, peut-être qu'il faut s'adapter, etc. Moi, je fais juste cette parenthèse-là pour dire que c'est très actuel. Comment vous implémentez cette méthodologie à l'ACA et est-ce qu'on doit s'attendre à avoir une identité marquée de l'ACA dans le présent, évidemment, et dans les années à venir? Je vous retourne la question. Quelle image vous avez-vous de l'équipe professionnelle de l'ACA, par exemple? En fait, alors on va parler de choses très actuelles. Oui, bien sûr. Parce que avant, j'aurais eu peut-être une vision différente. Mais par exemple, moi, en Ligue 2, comme Auxerre était en Ligue 2, je suivais un petit peu la Ligue 2. J'avais une image qui était assez, je vais pas dire négative, mais en fait, la question, elle est très dure parce que l'image qu'on peut avoir n'est sans doute pas assez remise en question par rapport aux réalités du club. C'est-à-dire que nous, de l'extérieur, on peut avoir une image sur tel club, parce que c'est ce qu'elle nous renvoie quand on regarde les écrans de télévision, mais ça reste qu'un avis sur ce que nous renvoie l'équipe. Et il faut toujours prendre en compte quels sont les moyens de cette équipe-là, et je ne parle pas de moyens financiers, je parle de moyens au sens large de l'équipe qui arrive à ce résultat-là. Moi, en Ligue 2, je trouvais que l'ACA exploitait très bien les situations, que c'était une équipe très difficile à manœuvrer, que c'était une équipe qui dégageait une force collective, notamment sans ballon, je parle, que j'ai très peu vu en Ligue 2 ces dernières années. Et je trouve qu'en Ligue 1, de manière peut-être un peu bizarre, entre guillemets, je vois beaucoup plus de choses avec ballon, je vois beaucoup plus de volonté de récupérer le ballon, on va dire rapidement, je ne vais pas dire le plus rapidement possible, mais rapidement en tout cas. Je vois même une équipe, et on va y revenir, ça faisait partie de mes questions, c'est marrant qu'on en parle maintenant, mais je vois même une équipe qui se crée des occasions et qui a un problème de finition, de réalisme, je sais pas comment on doit l'appeler, mais devant le but qui est pas assez tueur par rapport aux occasions qu'elle se procure. Donc en fait, mon image, elle a un peu changé entre Ligue 2 et Ligue 1. Et peut-être même un peu à la surprise générale, enfin à ma surprise, pas la surprise générale, à ma surprise. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu que l'ACA montait, je me suis dit, cette méthode-là ayant marché, enfin en tout cas ce qu'ils m'ont renvoyé a marché en Ligue 2,
je me dis qu'en Ligue 1, ils vont être sans doute sur la même... Ouais, je comprends, la même dynamique. Méthode, entre guillemets. Ouais, la même dynamique. Et d'ailleurs, je me souviens de l'entraîneur qui était passé sur RMC, à qui on avait un peu posé la question en disant, vous avez été très solide l'année dernière en Ligue 2, comment ça va se passer en Ligue 1, etc. Et il avait tout de suite expliqué que, justement, il avait ancré ça dans la réalité de la CA par rapport à ses concurrents en Ligue 1. En disant, on a forcément des envies, mais on a aussi une réalité qui fait que on est un petit club, entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif. Non, mais c'est vrai. Sans dire petit club, on va dire un club qui lutte pour le maintien. Et on a forcément des concepts de jeu qui vont aller dans cette direction-là. Mais en fait, c'est hyper intéressant ce que vous venez de dire et ça donne de l'eau à notre moulin. Bien que je ne sois pas forcément en accord avec vous sur ce que nous avons fait l'année dernière en Ligue 2, mais c'est très intéressant d'avoir votre ressenti, d'avoir une personne extérieure parce que la base de notre projet, et du moins du projet méthodologique qu'on veut mettre au centre de formation, elle a une question principale. Quelle identité voulons-nous donner à nos équipes et comment voulons-nous qu'on nous reconnaisse? Et donc là, je vous pose la question à vous parce qu'on peut la poser à d'autres journalistes. L'année dernière, en Ligue 2, on a été l'équipe avec Auxerre. Alors, je sais plus quel ordre parce que j'ai plus les stats en tête, qui pression le plus haut de tout le championnat. Donc, on avait cette image-là un petit peu défensive parce qu'on a encaissé seulement 19 buts en 38 matchs et qu'on a battu ce record-là sur le plan européen, il me semble, sur les 5 grands championnats. Donc, en fait, on a eu cette image-là, à juste titre. Je dis pas le contraire. Une grosse solidité défensive, etc. Mais on a été une des deux équipes qui a pressé le plus haut pendant toute la durée du championnat. Donc, ça, on oublie de le dire. Ça, en tout cas, dans les médias, ça a été très peu souligné. Parce qu'on aurait très bien pu faire. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que certaines équipes se disent, ont une image et d'autres équipes ont une certaine image, mais qui n'est pas forcément vraie. Il y a certaines équipes en Ligue 1 qui paraissent des équipes très joueuses, alors qu'elles sont en majorité en bloc bas. Mais comme elles sont pas dans le fond du classement et parce qu'elles communiquent très très bien, on fait croire qu'elles sont très joueuses. Non, elles sont pas très joueuses. Il y a des stats qui permettent de le vérifier. Et à contrario, on a des équipes qui essayent d'être très haut. Nous, par exemple, on a pris le parti d'être très haut, de jouer haut, d'avoir un bloc haut et de continuer ce qu'on faisait en Ligue 2. Et c'est peut-être pour ça que vous avez ce ressenti. Juste pour, alors c'est pas forcément la ligne de pression haute dans les stats, mais par exemple sur le PPDA, Ajaccio était 3e, donc ça confirme. Enfin, c'est pas tout à fait la même stat, j'imagine que vous aviez. Si, mais ça en fait partie de ces stats. Ouais, voilà. Et Ajaccio était 3e et Auxerre 4e. Sur donc le PPDA, on peut le préciser, c'est combien de passes on laisse, combien de passes on laisse à l'adversaire avant de déclencher une action de pressing ou une action défensive, on va dire entre guillemets, sans même parler de pressing. Mais c'est marrant parce que moi, ça m'a pas marqué du tout en Ligue 2. Ben oui, mais... Alors que là, cette saison en Ligue 1, ça me marque plus, alors que vous n'êtes pas forcément aussi haut dans ce classement-là. Vous êtes quand même dans la partie haute, dans la fourchette haute, mais vous n'êtes pas aussi haute. Alors ça, c'est peut-être... ça, c'est la qualité aussi des joueurs de la Ligue 1 qui nous permet pas de l'être encore totalement. Mais comme les stats, nous, elles guident aussi notre modèle de jeu. C'est pas un souci. Donc nous, on veut le coach et l'ensemble du club souhaite être vu de cette manière-là sur une équipe qui avance, qui est conquérante, parce que tout simplement, elle correspond avec notre territoire et le peuple corse. Tout simplement, c'est un peuple qui a toujours cette forte identité de combat et de lutter contre l'envahissement de certains éléments. Donc nous, on veut toujours être dans ça. Et ça, c'est une réelle volonté que d'inculquer ça dans nos équipes de jeunes aussi. Maintenant, vous dites en Ligue 1, j'ai l'impression que vous ayez des occasions, que vous les marquez pas. Mais parce qu'on n'est pas plus idiot que les autres, on sait très bien ce qu'on fait de pas top et ce qu'on doit améliorer tout en gardant, entre guillemets, notre structure et ce qu'on fait de pas trop mal. Donc, on essaye d'évoluer, le coach essaye d'évoluer et c'est là où nos échanges sont hyper riches et comment on peut faire pour marquer plus de buts. Le projet, en fait, il est vivant et il est tout le temps fluctuant. Voilà. Je voulais en parler un peu plus loin, mais on va justement parler de ce réalisme, entre guillemets. Quelque chose qui m'intéresse parce que, suivant la Serie A de très près, j'ai remarqué qu'il y avait un club qui sous-performait énormément devant le but depuis 2 saisons, qui a pourtant des joueurs offensivement que je trouve de grande qualité. Donc c'est la Roma en Italie, qui a quand même des joueurs comme Zaniolo, Dybala, Abraham, Pellegrini. Enfin, on a quand même affaire à des joueurs de vraiment haut niveau.
et qui sous-performent totalement devant le but. On se sert évidemment des expected goals pour avoir cette donnée-là. Et c'est le cas de l'ACA, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes sur la stat des XG, vous êtes 12e de Ligue 1. C'est pas un classement qui veut forcément dire énormément de choses, mais bon, je le présente comme ça. Et alors que vous êtes la plus mauvaise attaque, entre guillemets, avec seulement 13 buts marqués. Ce qui m'amène à une question que je me pose souvent, parce que moi j'ai pas la réponse, je suis pas un technicien. Comment on fait quand on a un secteur offensif qui sous-performe comme ça? Quel travail on peut mettre en place pour essayer d'inverser la tendance? Quelle intervention, je sais pas si elle est technique, tactique, mentale? Comment on fait pour se sortir de cette spirale de manque de réalisme? Mais en fait, il faut pas dissocier un élément d'un autre. Il faut bien analyser, avoir des analyses objectives qui vont nous permettre de mettre en place ces situations dans lesquelles nous ne sommes pas performants à l'instant T sur le terrain durant nos procédés. Les expected goals sont une stat qu'on utilise depuis que je suis arrivé dans le staff. Mais ça mérite d'être un peu plus précis que les simples expected goals. Bien évidemment que c'est une stat pour moi hyper importante, mais il y a aussi la qualité de la dernière passe, la position du joueur, la qualité de son tir, est-ce que le gardien était bien placé. Enfin, on peut avoir l'expected goal, il vous dit entre guillemets, en gros sur 100, cette situation-là, dans 70% des situations, il y a but. Enfin, 70%, c'est très élevé parce que c'est un penalty. Mais ça, il y a des éléments qui sont pas encore pris en compte totalement et qui méritent d'être un peu plus précis. C'est pour ça que, par exemple, les post-shot expected goals comme stats sont intéressants aussi. C'est beaucoup plus précis parce qu'on peut avoir un expected goal élevé, mais au final, le tir est de mauvaise qualité. Et là, il faut analyser pourquoi le tir est de mauvaise qualité. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé la bonne surface de pied? Est-ce que j'avais un défenseur? Enfin voilà, il y a plein d'éléments qu'on doit prendre. C'est multifactoriel en fait au final ce genre de choses, mais il faut remonter bien souvent à 2 ou 3 ou 4 secondes avant le tir. Est-ce que l'avant-dernier passeur est dans les meilleures conditions? Le dernier passeur l'est aussi? Dans quelle zone on a effectué notre passe décisive? En fait, tout ça, ça nourrit le projet de jeu qui va nourrir le projet d'entraînement, le process d'entraînement. Et en ce sens-là, nous, on se questionne beaucoup et on essaye de mettre en place des situations qui peuvent correspondre à ce que le coach veut voir le week-end pour améliorer notre animation offensive. L'année dernière, par exemple, sur les 8 derniers matchs en Ligue 2, nous avions en moyenne 2 XG par match, alors que sur toute la saison, on avait tourné à 0,90. Donc sur les 8 derniers matchs, il fallait qu'on les gagne pour pouvoir monter en Ligue 1 parce qu'Auxerre nous collait aux fesses, si je peux me permettre. Et on s'était posé la question après le derby contre le Sporting que nous avions perdu à domicile. Putain, mais pourquoi on n'arrive pas à marquer? Voilà. On a des occasions où des fois on n'en a pas, on en a très peu. On a le ballon, on peut avoir des séquences où on a le ballon, où on fait des choses pas trop mal, mais on n'arrive pas à faire mal à l'adversaire. Il a fallu qu'on fasse un gros travail d'analyse vidéo, qu'on regarde un petit peu nos rapports de force, nos différentes supériorités dans certaines zones du terrain, et on s'est rendu compte qu'au final, il y avait des choses qui, je vais pas les dévoiler ici, mais des choses qui allaient pas sur le plan offensif. Et on a changé. Parce qu'on n'avait rien à perdre. Et au final, ça nous a donné, on a multiplié du coup nos XG par 2. Et c'est ce qui nous a permis de gagner nos matchs. Et on fait exactement la même chose en Ligue 1, bien que le niveau de la Ligue 1 soit plus élevé que le niveau de la Ligue 2. Je reviens un instant sur la formation des jeunes joueurs et sur le travail avec eux. Il y a évidemment ce qu'on imagine aisément, la technique, le sens tactique, le physique. Tout ça peut être travaillé à travers des exercices, une méthodologie. Ce qui peut être plus dur, c'est ce qu'on appelle un peu communément l'intelligence de jeu. La capacité à analyser les situations, à bien comprendre ce qui se passe, à lire ce qui peut éventuellement se passer, à bien donner le ballon selon le déplacement du coéquipier. Tout ça, on pourrait le résumer par l'entraînement du cerveau. En gros, ce qu'on voit un peu moins et ce qui, pour beaucoup, n'est pas identifié clairement comme étant un entraînement nécessaire aux footballeurs. Je parle du grand public, principalement. Beaucoup des joueurs qu'on estime intelligents, alors je sais pas si c'est le bon terme déjà, mais on va dire qu'on l'utilise, donc je vais le reprendre. Quand on leur pose la question, ils ne savent pas l'expliquer. Ils nous disent en fait moi j'ai toujours été comme ça, ou c'est inné, comme si c'était un peu un don du ciel et que voilà, c'est un miracle et c'est tombé sur moi, c'est moi. Et tant mieux que ce soit moi. En tant qu'éducateur,
et technicien, comment on peut développer cette faculté à analyser, à comprendre les situations, à répondre par la bonne action? Le but, c'est de comprendre et ensuite de mettre en place. Le but, c'est pas juste de comprendre, c'est comment on répond à la situation par l'action qui va être décisive. Il faut la vivre. Et alors ça, est-ce qu'il y a justement, puisque c'est une de vos missions sur le travail vidéo, notamment de l'adversaire dans le staff d'Olivier Pantalone, est-ce que, déjà il y a l'appui de la vidéo, j'imagine, mais ensuite, est-ce que il faut beaucoup impliquer les joueurs là-dedans? C'est-à-dire que si on commence, plutôt que de leur dire ce qu'il faut faire, pour que eux soient en capacité de comprendre ensuite sur le terrain, il faut déjà qu'ils comprennent devant les écrans ce qui s'est passé, ce qu'ils auraient pu faire de mieux, et donc beaucoup les impliquer dans cette réflexion préalable avant même de les emmener sur le terrain pour le faire. Encore une fois, c'est qu'est-ce que chaque humain ou chaque personne pense du processus enseignement-apprentissage. On a été bercé depuis une dizaine d'années, voire un peu plus d'un siècle, sur le cartésianisme en France et en France peut-être même en Europe, je sais pas, sur des concepts et des thèses de René Descartes, philosophe, tout ça, mais est-ce qu'il faut isoler les choses? Est-ce qu'il faut pas justement les unir et essayer de les mettre en interaction? Et quand je dis en interaction, c'est poser des problèmes aux joueurs qui vont être susceptibles de rencontrer le week-end. Et bien évidemment que pour moi, les impliquer, c'est beaucoup plus fort que d'avoir un discours plutôt j'allais dire directif ou descendant, comme il peut y avoir traditionnellement dans certains clubs ou dans certaines équipes, cet aspect-là. Et je pense que la co-construction entre le coach, le groupe les coachs, et les groupes de joueurs, c'est beaucoup plus fort, mais ça prend généralement un peu plus de temps. Et le problème du temps dans le foot professionnel, c'est qu'on en a très peu. Mais moi, je trouve que l'entraînement implicite est très puissant pour les joueurs, et il est aussi extrêmement puissant pour les entraîneurs parce qu'il nous permet à nous de remettre en question nos représentations pour le bien de l'équipe. En ce sens, les différents courants de pensée de Claude Fauquet ou de François Bigrel sur les différents univers de compréhension sont hyper riches et nous permettent de nous questionner sur quel type, j'allais dire entraîneur ou éducateur, on a envie d'être. Vous avez parlé de notion de talent, et quel mot on met sur le talent? C'est quoi le talent? Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? Je pose une vraie question. Moi, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'inné, parce que sinon, notre métier, il voudrait rien dire. Mais il n'y a pas non plus que du tout acquis. Parce que sinon, ça voudrait dire que nous, les éducateurs, on est les rois du pétrole et on existe. Et je pense que ça nourrit seulement notre égocentrisme. Moi, elle n'est pas du tout là, ma vision des choses. Ma vision des choses, c'est que tout appartient aux joueurs. Tout appartient aux joueurs. Mais en ce sens, on peut aussi les accompagner. Je pense pas qu'il faille leur montrer les vidéos avant l'entraînement, parce que si vous leur montrez les vidéos avant l'entraînement, ils vont déjà avoir la solution, en fait. Et je pense que notre rôle, c'est vraiment de leur poser des problèmes qu'ils se trompent. Donc, encore une fois, il faut changer la représentation sur l'échec, du moins l'échec d'un instant T sur un exercice, pour qu'il y ait cette interaction entre vous et eux. Voilà. Mais là, vous n'y êtes pas arrivé. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'y est pas arrivé? Qu'est-ce que vous allez pouvoir améliorer? Et moi, je suis dans ce processus-là. J'essaye de mettre en place ce processus-là dans mes procédés et d'avoir une interaction avec les joueurs, mais je suis pas encore performant dans ce processus-là. Donc, chaque jour, j'essaye de m'entraîner. Et c'est hyper puissant. Et donc, du coup, pour l'intelligence du joueur, oui, il faut qu'il soit conscient de ce qu'ils vont travailler. Il faut qu'ils soient en capacité de s'auto-analyser, mais aussi de co-construire ensemble des éléments qui vont leur permettre de passer ces obstacles-là dans le jeu. Moi, je pense et j'ai une intime conviction que de nos jours, dire il faut faire ci, il faut faire ça parce que ça a marché comme ci, parce que j'y crois plus trop, mais ça doit fonctionner ailleurs. Enfin, ça doit fonctionner quelque part, je suppose, mais j'y crois plus trop à moyen long terme. J'ai une avant-dernière question que je n'ai pas formulée, que je ne sais pas encore comment je vais formuler, mais qui m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose que je vais peut-être mettre en place à l'avenir dans ce podcast. Parce que moi qui suis journaliste, quand on rencontre des acteurs du football directement, on apprend beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est trop souvent vu comme une opposition, d'ailleurs, je trouve, entre journalistes et techniciens, de manière au sens très large. Hein, ça peut aller dans toutes les composantes d'un club de football. Alors qu'en fait, je pense que y a beaucoup à apprendre, alors plus d'un côté que de l'autre, je pense, mais quand même un peu des deux côtés. Et je me disais, dans les médias au sens large,
on se permet, je vais dire comme ça, de beaucoup parler de ce qui est fait par les techniciens, les entraîneurs, les préparateurs physiques, etc. Mais moi, ça m'intéresserait de renverser un peu tout ça et de demander aux techniciens que je rencontre, aux formateurs, recruteurs, entraîneurs, peu importe, préparateurs physiques, etc., ce qu'ils pensent de ce que nous disons. Alors, c'est très vague, hein, et évidemment, moi, il n'y a aucune généralité à faire, mais j'aimerais avoir votre retour sur... Alors, on peut prendre, en tout cas, votre cas, ou pas, hein, de manière générale, soit très général, soit le cas de la CA, ou même du métier d'adjoint. Qu'est-ce que vous pensez qu'on ne dit pas assez, qu'on dit alors qu'on ne devrait pas dire? C'est très dur comme question, hein, mais la preuve, c'est que j'arrive même pas à le formuler. Mais votre retour m'intéresse sur ce que vous pouvez lire, écouter, entendre. On va juger aucun média en particulier, clairement pas. Mais voilà un petit peu la demande qui est, j'en conviens, un peu bizarre et peut-être un peu floue. Je pense pas avoir la capacité de dire ce qui est bien ou ce qui devrait être bien à faire ou à pas faire dans les médias. Mais alors moi personnellement, je lis très très peu et j'écoute très très peu les médias, mais si je peux un petit peu donner mon avis, il y avait à un moment donné des émissions. Je parle pour moi, hein, pour moi, Jordan. Entraîneur ou éducateur, il y avait des émissions qui parlaient beaucoup plus de jeu que ce qu'il y a maintenant. Et de jeu dans le sens pédagogique du terme, c'est-à-dire quelles étaient quelles étaient les intentions larges des différents entraîneurs sur certains matchs, même je crois qu'elle s'appelait la Data Room à l'époque sur Canal+. Ouais, sur Canal. Voilà, qui a pas duré très longtemps, malheureusement, mais sûrement faute d'audience. Mais ça va aussi avec la société d'aujourd'hui. Les gens regardent de moins en moins les matchs complets, regardent seulement des résumés sur leur smartphone, sur leur tablette. Et je pense que c'est pareil aussi pour les journalistes. Et je pense qu'il faudrait plus d'interaction entre les journalistes et les entraîneurs, mais pour être sur un plan pédagogique et comprendre ce que souhaite faire un entraîneur. Les entraîneurs, pourquoi ils ne le font plus? Je pense, les entraîneurs déjà ils ont de moins en moins de temps pour faire ça, mais ils ne le font plus parce qu'ils savent qu'ils vont être jugés et que il y a une espèce de, à juste titre ou pas, de tyrannie sur la pensée journalistique de ce que doit être une équipe, en fait, sans vraiment connaître les contextes et les cultures des différents clubs. En tout cas, moi, c'est ce que je peux ressentir sur... par exemple, qu'est-ce que le beau jeu? Voilà, qu'est-ce que le beau jeu? Vous allez avoir sûrement des émissions qui donnent la parole à des personnes plus ou moins pertinentes, qui réfléchissent beaucoup sur ce qui est le beau jeu en prenant des références de Guardiola ou d'autres. Mais encore une fois, c'est quoi le beau jeu? C'est quoi bien jouer? C'est quoi le jeu positionnel? C'est quoi le jeu de position? Mais globalement, je trouve que ce débat-là est un petit peu malsain parce qu'il y a trop d'intérêts des uns et des autres qui permettent d'avoir une vision objective de ce qui est réellement à l'instant T un club, un entraîneur et un projet de jeu. Donc voilà. Donc vous, en fait, si je peux résumer ça, si j'ai bien compris, c'est ne pas assez prendre en compte le contexte. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Je pense c'est peut-être plus d'inside, peut-être plus de je sais pas si on peut appeler ça un inside d'ailleurs, mais de se déplacer pour voir. Je dis une bêtise, vous allez voir un club de Ligue 2 style Guingamp, l'entraîneur Stéphane Dumont, ben voilà, vous regardez le classement, vous dites, je sais pas d'ailleurs combien sont Guingamp, mais j'ai pris ça au hasard. Stéphane Dumont, je sais pas moi, 3, 4, 5e de Ligue 2, et comment il travaille. Voilà, comment il travaille, quelle est son intention, quelle est sa vision du football, et qu'est-ce qu'il met en place pour gagner des matchs. Voilà, et puis après on va avoir un autre entraîneur, et là on peut se faire une vraie idée et avoir un côté pédagogique qui va permettre de se diffuser auprès du grand public et ne plus être seulement sur la teinture de Neymar ou sur le fait que Mbappé ait pris un ballon ou pas. Enfin, voilà. Moi, ce côté-là, il m'intéresse très peu en fait dans les médias et je trouve que ça a pris une place, à mon sens, trop importante. Mais alors, je suis tout à fait d'accord sur l'idée de se confronter beaucoup plus au terrain
de rapprocher un peu ces deux mondes-là qui étaient proches avant et finalement se sont un peu éloignés de manière un peu bizarre, sans doute de la faute des deux côtés, des deux camps. Il faut voir si les clubs ont envie de ce genre de choses, si les rédactions sont prêtes à le faire aussi. Mais on en parlait juste avant d'enregistrer. Ce qui est enrichissant pour les journalistes, c'est... Bon, il y a plein de choses, hein, mais c'est de parler avec les acteurs directement, parce que plus on parle avec les acteurs, plus on se rend compte que finalement, alors je vais le résumer de façon provocatrice, plus on ne connaît rien au football, ou en tout cas plus on parle avec des gens, plus on a l'impression de connaître un peu le football. Ça, c'est la version un peu plus positive. C'est vrai que c'est évident que la réalité, le contexte sont absolument nécessaires pour comprendre ce qu'on voit à l'écran, ce qu'on voit dans les stades, etc. Ça c'est clair et c'est vrai que parfois, et je me mets facilement dans le lot, on a aussi nous un idéal qu'on aimerait voir partout, en termes de jeu, en termes de développement du football, et c'est vrai que si on ne prend pas en compte le contexte et la réalité des clubs, on n'est pas forcément dans le vrai. On reste dans notre idéal et de ce qu'on aime, de nos goûts, de nos préférences. Et c'est vrai que parfois on a tendance à le faire un peu trop ressortir. Je suis bien d'accord pour faire moi-même un mea culpa là-dessus, mais c'est sûr qu'on peut pas avoir les mêmes attentes pour mon domaine entre guillemets, la Serie A. Je peux pas avoir les mêmes attentes avec la Juve qu'avec les Hellas Vérone, par exemple, voilà, pour faire un grand écart, et que les contextes de ces deux clubs sont très différents, les moyens humains, les moyens financiers, les moyens l'effectif, etc. Et donc, il faut aussi comprendre il y a évidemment le travail de l'entraîneur qu'on peut pas juger, parce que assister à des séances d'entraînement aujourd'hui pour des journalistes, c'est le Graal. C'est pas parce qu'on a un petit budget qu'on ne peut pas avoir d'idées. On peut avoir des intentions, voilà, il faut pas non plus être dans la négation. Enfin, moi, je suis pas du tout dans ce qu'on appelle la négation du foot ou quoi que ce soit, mais par moment, on peut y arriver ou ne pas y arriver. Et ça, c'est le résultat d'un process d'entraînement. Et ce process d'entraînement-là, comme j'ai essayé de l'expliquer tout au long de ce podcast-là, il est vivant, et il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en compte sur le bon déroulement ou le mauvais déroulement de ce process. Et nous, techniciens, on est obligés de jongler avec ça en permanence, sachant que dans le monde professionnel, et plus particulièrement en Ligue 1 maintenant, les facteurs externes peuvent par moment être hyper néfastes sur un process d'entraînement d'une équipe. Mais nous aussi, en tant qu'entraîneur, on doit être, je pense, c'est comme avec les parents, on doit être en capacité d'expliciter clairement ce qu'on souhaite faire en intention large sur un modèle de jeu, sans bien évidemment rentrer dans les détails pour peut-être pas tout dévoiler. Mais peut-être que par moment, les entraîneurs, on a peur d'être jugés, ou peut-être d'être jugés dans notre travail, et que ça puisse toucher notre orgueil. Peut-être pour ça qu'on le fait de moins en moins. Je sais pas. Il faudrait peut-être questionner les grands les entraîneurs de Ligue 1, pourquoi ils le font. Bon, déjà, il y a une histoire de temps et qu'ils n'ont pas envie de s'éparpiller sur ça. Et je pense qu'ils n'ont pas envie de passer aussi pour des donneurs de leçons. C'est très difficile de venir sur un plateau télé et de dire moi, je fais ceci, je fais cela. Ce que je trouve extrêmement difficile aussi, c'est d'être consultant et de dire moi, je ferai ci, moi, je ferai ça. Ben, je trouve que c'est extrêmement difficile, et par moments, c'est peut-être manquer un petit peu de respect à la personne qui est de l'autre côté de l'écran. Enfin, du moins sur le terrain, c'est extrêmement difficile de juger le travail d'un collègue, parce qu'il fait toujours les choses pour gagner les matchs, évidemment. On arrive au bout de l'entretien, Jordan, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines ? Il s'agit bien là d'une recommandation d'invité. Mais moi, je vous recommande de parler un petit moment avec Georges Maciel, qui est l'entraîneur adjoint du LOSC de Monsieur Fonseca, qui fait partie des personnes qui m'inspirent et qui m'ont aidé sur la périodisation tactique, que j'apprécie énormément, tant sur le plan humain et sur le plan professionnel. Voilà. Ou alors Pierre Mazet, que je vous ai cité, mais qui n'est pas, lui, dans le circuit professionnel. Eh bien, je vais lancer quelques invitations en ce sens. Alors, Jordan, merci beaucoup pour votre disponibilité. On a fait plus long que ce que je vous avais annoncé. Donc, votre temps aussi, évidemment, la qualité de cet échange. Et je vous souhaite évidemment une très bonne deuxième partie de saison avec la CA, et d'arriver à atteindre vos objectifs, tout en gardant évidemment cette notion de plaisir. Merci beaucoup, Jordan, et à très vite. Merci à vous. Au revoir.
Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi there, I'm Kendra Adachi, and I host the Lazy Genius podcast, a show that helps you be a genius about the things that matter and lazy about the things that don't. But here's the kicker. You get to decide what matters, not me. I'm not here to tell you what to do. I'm here to give you a new way to see. Episodes are around 20 minutes and are full of practical, helpful information, as well as a lot of permission slips to do what makes sense for you. New episodes drop every Monday and cover a broad range of topics, from laundry and getting dinner on the table to finding work-life balance and organizing your inbox. So I invite you to give the Lazy Genius podcast a listen. Together, let's stop doing it all for the sake of doing what matters. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.